Salut à tous, c'est Bismart. On est reparti pour une émission d'interview, hein, comme on le fait régulièrement. On l'avait fait hier, on va le faire aujourd'hui, sur des sujets, des sujets périphériques autour de l'actualité, des sujets dont en fait j'arrive pas à parler quand on est en débat et qui m'intéressent beaucoup. D'abord, on va parler. Alors, c'est ce groupe activiste très efficace. Vous en pensez ce que vous voulez. Ils sont très efficaces. Qui s'appelle Dernière Rénovation. Vous savez, ils bloquaient les périphes, les nationales, les départementales, et puis là, ils ont aspergé en orange un certain nombre de bâtiments publics à Paris. Bon, disent-ils, mais on va en reparler justement, parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour la rénovation des bâtiments. On est tous parfaitement convaincus que le sujet, c'est la rénovation des bâtiments, et pas seulement des passoires thermiques d'ailleurs. Mais est-ce que c'est une question d'argent? Donc on va en parler avec un entrepreneur du secteur, on va voir si on en est là. Ensuite, les laboratoires pharmaceutiques. Nouvelle stratégie sur les laboratoires pharmaceutiques, très très intéressant. En gros, les labos aujourd'hui, pour des raisons, mais qu'on vous expliquera diverses et variées, sont en train de concentrer un certain nombre de leurs recherches sur, je vais le dire comme ça, des maladies de pauvres. Et c'est Moderna, par exemple, qui annonce qu'ils vont mettre le paquet pour enfin pouvoir vacciner contre le palu. Tous les gros labos aujourd'hui sont dans ces stratégies-là. Derrière, oui, c'est la RSE, mais derrière aussi, c'est l'attractivité d'une profession, d'un secteur qui doit aussi aller chercher les talents. Et il faut ça pour aller chercher les talents. Donc, ça en dit beaucoup quand même sur l'évolution du capitalisme. Voilà, je le dis comme ça. Et puis on terminera avec, alors c'est un rendez-vous ça annuel, Olivier Van Stock, Agile Bayer, les achats, les grands défis des achats 2023. Donc voilà, ça nous fait une belle émission. C'est parti, c'est Bismart. Donc, on démarre avec Benoît Dulac. Salut Benoît. Bonjour Stéphane. Entrepreneur donc, dans le secteur de la rénovation. Alors, toi, ton boulot, c'était, c'est les particuliers, hein, Les particuliers, les bailleurs, les maisons, les immeubles aussi. Les immeubles aussi, beaucoup. Ouais. Bon. Tu as monté une boîte dans le secteur, mais alors si vous vous en souvenez, hein, si vous nous regardez depuis le début, tu es venu nous voir une ou deux fois déjà. 2 fois. Parce que le sujet m'intéresse beaucoup, grâce à toi d'ailleurs, tu es ma source principale sur ce sujet. Et donc on a, alors je sais pas si on va voir une petite photo là, je crois que c'est Matignon, la photo que j'ai choisie, peint en orange. On a ce groupe donc Action Rénovation qui nous dit il n'y a pas assez d'argent pour la rénovation énergétique des bâtiments. Moi, je t'ai toujours entendu dire, alors je signale d'ailleurs qu'il y a de la rénovation, vous le savez aussi autour de nous, donc si vous entendez un petit peu de marteau-piqueur, c'est, voilà, hein, vous y êtes habitués si vous nous écoutez régulièrement. Tu m'as toujours dit c'est pas un problème d'argent. Tu m'as toujours dit c'est un problème de bras, d'organisation. Alors vas-y. Alors, d'abord, les chiffres. Ouais. L'objectif, c'est de rénover 700 000 logements par an à un niveau BBC, c'est-à-dire bâtiment basse consommation. Aujourd'hui, ils s'en rénovent à peu près entre 30 et 50 000 à ce niveau-là, et encore dans le meilleur des cas. Ce que tu appelles BBC, c'est ce que tu appelles aussi rénovation globale, c'est ça? C'est la rénovation globale performante, c'est-à-dire qu'en fait, un logement consomme moins de 100 kWh par mètre carré, c'est-à-dire qu'une maison de 100 mètres carrés, il va y avoir un budget de chauffage de l'ordre de 500 € par an. Et ça, c'est possible pour toutes les maisons individuelles aujourd'hui, cette rénovation Oui. BBC? Ouais. Oui. C'est-à-dire que cet objectif de 700 000, il n'est pas à l'arrêt parce que... Il n'est pas à l'arrêt techniquement. Voilà, c'est ça, il n'est pas à l'arrêt techniquement. Non. Donc ça, c'est la situation à aujourd'hui. Et donc on est très en retard. Il faut se souvenir que le bâtiment en France, c'est 45% de notre consommation d'énergie. Ouais. Et c'est 20 à 25% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un sujet majeur. Aucun doute là-dessus. Donc ensuite, les sujets. Tu évoquais Dernière Rénovation qui parle d'argent. Si on veut accélérer, on a besoin quand même de 13 à 15 milliards d'euros par an. Et aujourd'hui, il y en a de disponibles de l'ordre, en termes de subventions, de l'ordre de 7 millions. 7 milliards. Moi, alors, j'ai les chiffres MaPrimeRénov', hein, oui, qui est l'outil principal aujourd'hui. Non, pas du tout. Alors attends, j'ai quand même donné MaPrimeRénov'. Donc c'était 640 000 dossiers 2021. Donc ça résonne avec tes 700 000 quand même quelque part, sauf qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Non, mais tu vas nous expliquer. Et les chiffres décembre 2022, c'était 521 000 dossiers donc traités, a priori, pour une somme de 4,4 milliards d'euros, à laquelle s'ajoutera en 2023, parce que je crois qu'il y a un sujet de délai de paiement aussi, une somme de 2,5 milliards d'euros. Voilà.
Alors, Donc on n'est pas... Enfin, ton sujet de 7, tu le retrouves, mais tu le retrouves décalé quasiment sur 2 ans. sauf qu'on ne parle pas du tout de la même On chose. ne parle pas du tout de la même chose, vas-y. MaPrimeRénov' finance quasi exclusivement ce qu'on appelle des travaux en monogeste. Et aujourd'hui, finance très majoritairement le remplacement de systèmes d'appareils de chauffage. Autrement dit, j'ai une chaudière à gaz, j'installe un poêle à bois ou j'installe une pompe à chaleur, et ça c'est considéré comme une rénovation. Ça n'en est pas une, c'est un changement d'appareil de chauffage. Alors c'est bon pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, puisque ce qui est subventionné aujourd'hui, c'est le bois et l'électricité, mais ce n'est pas de la rénovation globale, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas sur la sobriété du logement. Ouais, je comprends. Il y a extrêmement peu de subventions délivrées sur l'isolation de ce qu'on appelle l'enveloppe, la toiture, les façades, les fenêtres et les sols, dans le cadre de MaPrimeRénov'. Et c'est un problème contre lequel... Attends, mais alors parlons sérieusement, j'en sais rien. Tu prends une maison de base, celle dont tu t'occupes, 100 mètres carrés, voilà. Donc j'imagine que les subventions sont sous conditions de ressources. Alors, elles évoluent en fonction des conditions de ressources. Il y en a quasiment pour tout le monde, mais en fonction des ressources. Salaire moyen, salaire médian, donc on va dire un couple qui a 3 500 € de salaire par mois, combien ça va lui coûter sa rénovation globale et combien est-ce qu'il peut avoir en face en termes de subventions ? Alors, aujourd'hui, une rénovation globale sur une maison individuelle type années 70 va coûter environ 45 000 €. Et en fonction du profil social du propriétaire, il peut toucher aujourd'hui entre 20 et 5 000 € de subvention. Entre 5 et 20 000 €. Dans un sens. 20 000 € max. 20 000 € max. 45 000 € de travaux. Exactement. Ce qui est un énorme problème, puisque en fait, on a sorti les Français les plus modestes de la rénovation énergétique. J'ai un exemple intéressant sur l'isolation. Si on isole cette même maison de 100 mètres carrés, on isole les façades, on isole les combles, on isole les sols. Il y en a pour environ 25 000 € aujourd'hui. Il y a 2 ans, un particulier modeste en France avait un reste à charge, c'est-à-dire ce qu'il devait sortir de sa poche, qui était inférieur à 2 000 €. Le même aujourd'hui doit sortir entre 12 et 14 000 €. Oh. Et donc, il en est incapable. Incapable. Mais même 2 000 €, il faut aller les chercher. Quand on a 1 500 € de revenus. Mais bon. On y arrivait parce qu'en face, il y a de vraies économies de chauffage. On pouvait retrouver la rentabilité du pouvoir d'achat est substantiel. Mais aujourd'hui, en fait, les ménages les plus pauvres en France ont été sortis de la rénovation énergétique depuis 2 ans, grosso modo. Et ça, on n'en parle absolument jamais. Bah, c'est pour ça que tu es là. Et donc, c'est un problème de pognon, alors. Donc, il y a un problème d'argent. Problème. Il y a un premier sujet. Si on voulait arriver aux 700 000 rénovations par an, il faudrait plus de subventions. La Convention citoyenne pour le climat avait fait un boulot assez admirable. Ils estimaient qu'il fallait 13 milliards de subventions. Et aujourd'hui, donc, tu as parlé de MaPrimeRénov', qui est en fait le dispositif dont on entend le plus parler. Ouais. 2,5 milliards cette année. Voilà, c'est ça. Il faut savoir qu'il y a 10 ans, l'équivalent qui était le crédit d'impôt, c'était déjà entre 1,5 milliard et 2 milliards. Donc on n'a absolument pas progressé, ou très peu. Et le dispositif aujourd'hui le plus utilisé pour subventionner les travaux de rénovation des bâtiments, en fait, c'est le certificat d'économie d'énergie. Le fameux C2E. Alors pas si fameux que ça, et dispositif complexe, très méconnu. Très méconnu, c'est le principe, entre guillemets, on dit toujours pollueur-payeur, en fait c'est pas vrai. C'est le consommateur d'énergie qui paye une taxe indirecte, qui est collectée par l'organisme qui lui vend l'énergie. Et cet organisme, ce qu'on appelle l'obligé, ça peut être un grand groupe énergétique, ça peut être les vendeurs de carburant, doit en fait investir, financer des travaux d'économie d'énergie, que ce soit dans la mobilité douce, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'industrie. Et en fait, ce dispositif est aujourd'hui celui qui finance le plus. Mais quel est l'intermédiaire à ce moment-là entre le particulier et, je vais prendre, j'en sais rien, une grande chaîne de supermarchés qui vend du carburant, par exemple, Leclerc, par exemple, puisqu'il en parle assez régulièrement, puisque c'est sa grande vertu, Michel-Édouard Leclerc, c'est qu'il raconte l'économie de ces certificats d'économie d'énergie. C'est à la limite une boîte comme la tienne qui va faire l'intermédiaire entre les particuliers et les fournisseurs de ces certificats. Et en général, entre Leclerc et nous, il va y avoir encore un niveau d'intermédiaire. Qui est qui alors ? Administratif ? Qui est administratif sur la gestion du C2E, qui est un produit assez complexe, très administratif, et où en fait la plupart des grands groupes qui vendent de l'énergie ne se sont pas structurés pour gérer la dimension administrative et back-office. Donc c'est un espèce de courtier en crédit d'économie d'énergie ? Exactement. Et donc le gars, alors c'est légitime, hein, mais donc il y a en plus des gars qui prennent un peu de pognon là-dessus. Bien sûr. Et du risque. Et du risque parce que. Pourquoi du risque ? Parce qu'en fait, c'est un système qui est à nouveau extrêmement formaté.
très complexe, lourd, et où souvent les informations pilotées par le ministère arrivent la veille pour le lendemain, il faut changer plein de choses, et en fait c'est très complexe de passer en un temps rapide d'un schéma de décret à une réalité terrain avec une multitude d'artisans et autres. C'est pas si simple. Donc c'est-à-dire que le courtier, on va dire ça, a acheté, j'en sais rien, une centaine de certificats auprès de Leclerc, et du jour au lendemain, un décret ou une décision administrative peut vider ces certificats de la valeur dont il pensait qu'il... En tout cas... C'est surtout qu'en fait, pour valider les C2E, il faut qu'ils correspondent à des normes extrêmement précises. Et la mise en place de ces normes et le contrôle de ces normes est complexe. Et donc, or, les annonces sont toujours faites, on en a encore eu toute une palanquée la fin décembre, sont toujours faites le 25 décembre pour une application au 1er janvier. Ça ne fonctionne pas. Difficilement, en tout cas. Donc, pour revenir sur ton... Non, mais c'est super clair. Hein. De l'argent. Vas-y, de l'argent. Il faut de l'argent. Il faut une filière. Et en fait, la rénovation énergétique, c'est deux filières. C'est la filière de l'isolation et la filière du chauffage. La filière du chauffage est assez structurée depuis des années, puisque c'est un marché de remplacement. Tous les 10-15 ans, on remplace sa chaudière. Et donc, il y a un vrai marché structuré. Et il y a un marché qui n'en était pas un, une filière qui n'en était pas un, qui est l'isolation, qui s'est beaucoup développée, mais en partant un peu dans tous les sens, avec les offres à 1 euro. Mais il y avait quand même des ETI qui s'étaient structurés. Et là, depuis 2 ans, pour des problèmes de fraude, en fait, l'État a mis le couvercle sur l'isolation, ce qui fait grosso modo 80% des entreprises d'isolation en France ont mis la clé sous la porte sur les 2 dernières années. Oui, mais c'était légitime. Enfin, tu étais venu nous apporter, il y a un peu plus d'1 an, des photos invraisemblables de maisons qui avaient été saccagées par des margoulins. Moi, je pense que combattre la fraude en éteignant une filière, c'est pas la bonne option. Parce que la filière, il va falloir isoler, il faut isoler des bâtiments. Donc il va falloir tout reconstruire. Tout ce qui avait commencé à être mis en place, il n'y avait pas que des mauvais, il y avait beaucoup d'entreprises. Mais alors sérieuses. Pourquoi est-ce que les entreprises saines, elles, ferment la porte alors que la fraude... Parce que je vais te donner un exemple. Le marché d'isolation des combles a baissé de 85%. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a eu en fait un serrage de vis extrêmement brutal. Qui a été anticipé par rapport à ce qui était prévu. Les entreprises n'ont pas le temps de s'organiser pour basculer, basculer sur d'autres métiers, sur d'autres parois isolées. Et donc la politique est très on and off, en fait, pilotée par le ministère de la Transition énergétique. Attends, parce que je ne comprends pas. C'est très compliqué. C'est-à-dire que du jour au lendemain, le ministère de la Transition énergétique a dit on arrête de financer l'énervation des combles parce qu'il y a trop de... Ah voilà, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Ils ont laissé 3 mois. Et donc le gars dont la spécialité est de rénover les combles, il ne peut pas se mettre à rénover les toitures en 3 mois. 3 mois, ça c'est très clair, ça c'est pas possible. Et donc la filière de l'isolation Quelle histoire a été complètement... Et alors il y a eu plusieurs impacts, plusieurs effets, plusieurs inputs, a fait qu'aujourd'hui la filière est exsangue. Bon. C'est un problème parce que demain, pour faire de la rénovation globale, la fameuse rénovation performante, il faut à la fois isoler et changer le système de chauffage. Bien sûr. Déjà, il y a une des 2 composantes de cet objectif-là qui avait commencé à se structurer, parce que la filière d'isolation, c'est une filière qui est très jeune et qui avait besoin d'être structurée. Et ça commençait à être le cas, et aujourd'hui, la filière est par terre. Donc il va falloir tout reconstruire. Donc il faut une filière, il faut des bras. Et donc les bras, la bonne nouvelle, c'est qu'il commence à se monter des organismes de formation. Moi, je vais donner un exemple, parce que vécu. Donc tu as une maison, alors en l'occurrence ça va, on est bien payé, donc elle fait un peu plus de 100 mètres carrés. Tu as un gars qui débarque pour faire un devis, et il te dit, bon, bah voilà, c'est temps, alors il faudrait que vous signiez assez vite, parce que déjà là, c'est dans 18 mois. C'est-à-dire que déjà là, donc c'était l'année dernière, si tu voulais prendre un rendez-vous pour commencer les travaux de rénovation, c'était 18 mois de délai. Alors, c'est pas comme ça dans toutes les entreprises. Ah, c'est une entreprise que tu connais bien pourtant. 18 mois de délai. Alors c'est peut-être propre à la région parisienne et à la tension qu'il y a en région parisienne. Mais c'est là où je me suis dit, c'est d'abord un problème de bras. Il y a un problème de bras pour atteindre les objectifs des 600 000, c'est-à-dire qu'en fait, la rénovation énergétique, ça nécessite de maîtriser plusieurs savoirs qui aujourd'hui, dans le monde du bâtiment, sont silotés. Et donc, quelqu'un qui travaille en isolation ne connaît rien au chauffage et ne connaît rien à la ventilation. Quelqu'un qui travaille en chauffage ne connaît rien à l'isolation, rien à la ventilation. Or, une rénovation performante, il faut maîtriser les 3 composantes. Et donc, le très gros travail, c'est de créer toute cette capacité d'encadrement des artisans et des entreprises qui, elles, seront encore beaucoup organisées
par corps de métier individuel. Ouais. Voilà. Mais il y a et avec des petits artisans. Et il y a des structures qui se montent. Il y a une structure formidable qui s'appelle la Solive, par exemple, qui a commencé de mémoire à travailler il y a 1 an et demi. SOLIV. Ouais. Et VE, la Solive, et qui forme. Alors il y avait un hub en Ile-de-France. Je sais qu'ils en ont monté un à Lyon, ils en ont monté un à Nantes, et qui commencent à faire des formations sur 3-4 mois et qui forment des professionnels justement pour demain aller travailler dans les centres France Rénov', tu sais, le service public de la rénovation énergétique, pour être dans les entreprises comme les nôtres. Et d'autres schémas sont en train de se monter. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Ça n'existait pas il y a 2 ans. En 3-4 mois, on peut devenir un professionnel de... On peut avoir un vernis qui permet de commencer. Après, c'est le bâtiment. Et après, c'est l'expérience, c'est machin. Voilà, exactement. Donc, tout à fait. On formerait les gens 2 ans en salle, ça ne rimerait pas à grand-chose. Mais ça donne un bon vernis. Et on a recruté des candidats de la Solive et ça s'est bien passé. C'est passionnant, hein. Et donc, t'en penses quoi de ce qu'ils font, Action Rénovation ? Parce que là, je suis en train de me dire tout ce que je découvre, là. Sans eux, jamais on en parle, Benoît, là, en ce moment-là. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le monde des C2E, donc c'est ce qui est censé financer le plus le système, depuis 18 mois, il y a un blocage complet. Et le fait de qui, le blocage ? Voilà, c'est très complexe. Ça fonctionne en période de 4 ans. Et il y a un objectif sur 4 ans. Et on a terminé une de ces périodes au 31 décembre 2022. Et en fait, il y a eu trop de stock. Et donc, comme il y avait du stock, les obligés, donc les énergéticiens, n'achètent plus de C2E. Donc le prix est tombé. Et alors que le prix tombait, le ministère a révisé à la baisse les schémas qui déterminent le fait qu'un mètre carré isolé, ça vaut tant de C2E. Par exemple, pour les façades, ça a baissé entre 50 et 80%. Donc, là où, par exemple, un grand précaire avait 50 € de subvention, aujourd'hui, il n'en a plus que 10. Résultat, en 2022, par rapport à l'objectif sur ce qu'on appelle la 5e période, donc 2022, 23, 24, 25, sur ce qui était censé être fait en 2022, on a fait 35% de l'objectif. C'est ahurissant. Résultat, il n'y a plus d'argent qui arrive dans le circuit sur les C2E. Et autant donc, tu peux comprendre que l'État réfléchisse à ses propres sous, à la limite, enfin à nos sous. Mais là, c'est fou. C'est de l'argent disponible, quoi. En fait, ce qui manque le plus dans la rénovation énergétique, c'est 2 choses, à mon sens. C'est d'abord une planification, une vraie planification étatique, comme ça a pu exister, et de la stabilité, parce qu'en fait, on est sur des grands coups de barre à droite, grands coups de barre à gauche. En fait, le temps politique ne concorde pas avec le temps de la constitution d'une filière de la rénovation énergétique. Un politique arrive, il veut faire un coup d'éclat, et on lance quelque chose, 2 ans après, on arrête tout. Donc, une planification sur du moyen-long terme, 5 ans, 10 ans, et il faut combattre la fraude. À partir du moment où il y a des subventions, et on parlait des ménages très modestes, ils ne peuvent être que très subventionnés. Sans ça, ils ne feront pas. Dès qu'on est dans ce schéma-là, que ce soit dans le bâtiment ou dans d'autres, le CPF ou d'autres, il y a des fraudes. Et là où je trouve que moi, l'État est défaillant, c'est dans le fait qu'il anticipe très mal la fraude. Et de ce fait-là, dès qu'il y a de la fraude, en fait, il met le pied sur le frein. C'est ça, c'est ce que tu nous racontais sur les combles. Et ça bloque tout. Et donc, ça fait 15 ans qu'on a les mêmes mécanismes qui reviennent, et d'ailleurs souvent les mêmes entreprises qui fraudent. Tout le monde le sait dans la profession, et on ne voit pas beaucoup d'entreprises pénalisées, de dirigeants mis en prison, et pourtant il y en a quelques-uns qui le mériteraient. Eh ben, dis donc. Oui, mais enfin, c'est pas ça non plus qui explique que les 13 milliards... Enfin, l'ensemble de ce que tu viens de nous décrire et les goulets d'étranglement à absolument tous les étages... La planification. Donc le seul moyen, il faut sacrément du courage pour entreprendre dans le secteur. Hein. C'est-à-dire, une fois que tu as fait ça, tu peux aller partout. Là, probablement. En tout cas, on devient très agile. En tout cas, on devient très agile, absolument. Benoît Dulac, donc, entrepreneur qui était avec nous. Et vous allez peut-être regarder différemment. C'est tout le problème, de toute façon, de l'activisme. Hein. Quel que soit l'activisme. C'est-à-dire que les gars, en voulant faire émerger un problème... le font de telle façon, en même temps on ne peut pas le faire autrement, le font de telle façon qu'ils se mettent à dos l'ensemble de ceux qui sont bloqués soit par leur blocage de route, soit par... Enfin, remarque, à la limite, je ne vois pas qui peut être gêné par le fait qu'il y ait de la peinture orange. Si, ça quand même, si. Ah si, je t'assure.
Mais 10 Mais minutes. non, mais t'es un provincial, toi. Tu sais pas ce que c'est que la circulation en Ile-de-France. Tu Sauf sais quand pas je ce viens que sur c'est. ton plateau. Tu sais pas ce que c'est que la 86. J'avais écrit un jour, Dieu a créé la 86 pour nous inciter à la méditation. Tu sais. Non, mais asperger d'orange les bâtiments publics, Mais enfin, je vais réfléchir différemment. Merci, Benoît. Stéphane. On continue Bismart. On repart, les amis. On repart donc avec Stéphane Bazoche. Salut Stéphane. Bonjour Stéphane. Associé de Loat en charge de la practice santé. Alors, j'ai mis nouvelle stratégie santé parce que nouvelle stratégie des laboratoires pharmaceutiques, ça rentrait pas. Mais c'est bien des laboratoires pharmaceutiques dont on va parler en particulier. Qu'est-ce qui se passe? En fait, Moderna a publié ses résultats là, c'était il y a 3 jours. Ouais. Évidemment, résultat assez spectaculaire grâce au Covid. D'ailleurs, est-ce que j'ai noté le chiffre quelque part? Mais les vaccins ont rapporté encore plus d'ailleurs l'année dernière à Moderna que l'année d'avant. Enfin voilà, ils sont là sur un trend incroyable. Et dans les communiqués de résultats de Moderna dit aussi qu'ils sont en train de mettre le paquet. Alors, ARN messager contre le cancer. Là, on va voir ce que ça donne. C'est évidemment très intéressant. Mais aussi ARN messager sur un tas de maladies dont, je le disais comme ça dans le sommaire, on peut penser que ce sont des maladies de pauvres. Et il y a notamment le paludisme. Ouais. Ce qui est, soit dit en passant, rigolo, parce que vous n'avez pas oublié l'épisode de la chloroquine. Et la chloroquine est aujourd'hui le médicament qui aide, non pas... Enfin, qui aide à pallier, on va dire ça comme ça, ou à vivre avec le paludisme, puisque évidemment, ça ne l'éradique pas, ça ne l'éradique jamais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui ces labos à rentrer dans cette logique? Stéphane, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord un élément qui est ce regain d'intérêt pour les maladies infectieuses en général et le vaccin en particulier, bien sûr suite au Covid et aux résultats de certains laboratoires qui ont été effectivement exceptionnels pendant ces 2 dernières années. L'autre élément, c'est ce qu'on a pu voir pendant cette période Covid, cette crise Covid, c'est le rôle fondamental que les laboratoires pharmaceutiques jouent et peuvent jouer pour s'assurer que ces produits, ces médicaments soient disponibles auprès de populations désavantagées, en particulier des pays émergents, les fameux pays pauvres que tu mentionnais. Et donc depuis quelques années, on voit de plus en plus les laboratoires pharmaceutiques faire des efforts significatifs pour montrer qu'ils font ce qu'il faut pour que leurs produits deviennent disponibles auprès des pays en voie de développement. Alors, attends, on va reprendre les 2 trucs. Regain pour les maladies infectieuses, c'est-à-dire que aujourd'hui, les autorités de santé, parce qu'à un moment, c'est elles qui payent, se disent n'importe quel virus, à un moment, dans ses mutations, peut devenir une menace pandémique mondiale. Tu as cet élément, donc tu as vraiment une opportunité de marché. D'ailleurs, Moderna le présente aussi comme une priorité pour prévenir de futures pandémies. Tu as un autre élément qui est très important, qui est la dimension responsabilité. Tu veux. Et ça inclut les maladies infectieuses, mais ça va plus loin que ça. Les laboratoires aujourd'hui sont en train de montrer rapproche-toi un peu du micro, qu'ils sont capables d'avoir un impact social qui va au-delà de juste proposer des produits à leurs patients. Ça, c'est quoi? C'est l'effet... Parce que dans le deuxième point que tu disais, suite Covid, il y a eu tout ce débat que j'ai trouvé passionnant sur la propriété intellectuelle, sur le fait de savoir s'il fallait ou pas lever les brevets sur les vaccins Moderna et Pfizer. C'est une réflexion qui naît de ça, ou c'est une réflexion qui était en cours? Non, c'est une réflexion en cours qui s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large, qui est le développement du développement durable, le développement de l'ESG et les attentes, en particulier des investisseurs, sur une performance qui n'est pas seulement une performance financière, mais qui est aussi une performance extra-financière. Donc les investisseurs, les prêteurs accordent une attention de plus en plus importante à la performance extra-financière des entreprises en général. Et les entreprises qui sont capables de montrer un impact développement durable, une performance extra-financière très bonne, vont avoir un accès plus facile au capital et à la dette. Ce sont les marchés qui disent aux labos « Ok, vous allez nous faire gagner des milliards avec le diabète, mais ça suffit plus. » Ou le cholestérol, mais ça suffit plus. C'est en particulier les marchés. Il y a d'autres éléments, parce qu'effectivement, de toute façon, les dirigeants des laboratoires pharmaceutiques ont à cœur de montrer aussi leur impact et la dimension responsable et éthique de leur action.
Mais les investisseurs, effectivement, jouent un rôle clé pour encourager l'ensemble des entreprises, et en particulier les laboratoires pharmaceutiques, à avoir un rôle social plus important. Je vais entrer dans le détail, parce que c'est... Vas-y, ouais, parce que moi aussi, j'ai envie carrément de rentrer dans le compte de résultat du labo, d'ailleurs, quand tu dis ça. Vas-y. On pourra en discuter. Ces institutions financières, elles utilisent, pour regarder l'impact développement durable, plusieurs cadres d'analyse, mais un cadre d'analyse est très important, c'est les objectifs de développement durable des Nations Unies pour 2030. Rapproche-toi, quand le marteau-piqueur se rapproche de nous, il faut que tu te rapproches du micro. Vas-y. C'est des objectifs clés qui guident l'action en termes de développement durable, en particulier sur tout ce qui concerne le changement climatique, l'action contre le changement climatique, mais aussi sur plein d'autres dimensions, et notamment la santé. Il y a tout un pan d'objectifs de développement durable des Nations Unies qui concerne la santé et le bien-être des populations, avec des cibles très précises pour 2030. Vas-y. Et notamment une cible qui concerne la fin des épidémies, et notamment des épidémies comme le paludisme, la tuberculose ou le sida. Mais aussi d'autres cibles, et en particulier une cible qui consiste à réduire de façon drastique la mortalité sur des maladies non transmissibles, comme le cancer ou les maladies cardiovasculaires. Ouais, Stéphane, mais ça, alors, pardon, mais on a aussi sur le carbone des accords de Paris. C'est pas pour ça qu'ils sont respectés. Enfin, tu vois, les Nations Unies, ils ont des tas de cibles sur des tas de trucs. C'est pas pour ça qu'à un moment, le secteur privé, et en l'occurrence, Big Pharma, enfin voilà, se sent obligé de se saisir de ces cibles, quoi. Le secteur privé n'est pas responsable de l'atteinte de ces objectifs. Néanmoins, on va attendre qu'ils puissent y contribuer, et on va les juger sur leur contribution, et donc sur le reporting extra-financier qui va dans la direction de ces objectifs très précis. Et l'industrie, les laboratoires pharmaceutiques font de plus en plus de reporting extra-financier qui montrent leur action et les initiatives qu'ils ont qui vont dans cette direction. Si, alors je disais, on parle du compte de résultat. C'est-à-dire, j'en sais rien, moi, alors on va pas citer de laboratoire, mais un grand laboratoire, il va faire quoi quand même? Continuer à faire 85 ou 90% de ses revenus avec le cholestérol, le diabète, le cancer, et à peine 10% de ses revenus avec ce genre d'éléments. Est-ce que ça veut dire qu'en termes de recherche, la balance sera la même? C'est-à-dire, j'ai quand même toujours 90% de mes budgets de recherche sur les maladies de riches et 10% sur les maladies de pauvres. Il y a cette notion de maladie qui concerne les pays en voie de développement versus maladies autres, mais cela dit, cette notion, elle n'est pas aussi précise, elle n'est pas aussi simple. Je te donne un exemple très spécifique. Le cancer. Ouais. Cancer, 10 millions de décès par an dans le monde. Ouais. 70% des décès sont dans des pays qu'on appelle low and middle income countries, donc des pays qui ont des revenus nationaux bruts par habitant inférieurs à 13 000 $, comparé à la France et l'Allemagne, entre 50 et 60 000 $. Eh bien, ces pays, pour la grande majorité, ont un accès limité, voire nul, aux médicaments anticancéreux, et en particulier aux dernières innovations qui changent la vie des patients. Donc on ne parle pas uniquement de maladies spécifiques pour les pays en voie de développement, c'est un élément, mais on parle aussi de toutes les autres maladies, et c'est pour ça que je parlais aussi de cet objectif qui concerne les maladies non transmissibles, y compris le cancer, y compris les maladies cardiovasculaires. Et donc là, c'est le sujet accès aux médicaments. C'est plus le sujet recherche, c'est le sujet accès aux médicaments. Et donc ça veut dire que, c'est l'une de tes grandes spécialités d'ailleurs, c'est en termes de pricing que tout se joue. Ça veut dire que ces laboratoires vont avoir des prix différents. Oui, mais pas uniquement, parce que effectivement, cette dimension accès aux médicaments, elle est critique. C'est un enjeu majeur, et c'est sans doute un des enjeux clés qui pourraient nous empêcher collectivement de ne pas respecter ces objectifs 2030 fixés par les Nations Unies. On parle d'ailleurs plus largement d'accès aux soins, mais spécifiquement l'accès aux médicaments. Et d'ailleurs, il y a une ONG qui s'appelle Access to Medicine Foundation, qui est une ONG européenne, qui suit de façon très précise les initiatives
mises en place par les laboratoires pharmaceutiques, par les 20 plus gros laboratoires pharmaceutiques, pour permettre un accès meilleur à leurs médicaments par l'ensemble des populations, y compris les populations désavantagées et les pays en voie de développement. Et bien, premièrement, cet index, ce classement qui est réalisé par Access to Medicine Foundation tous les 2 ans, tu peux croire que l'ensemble des dirigeants de l'industrie pharmaceutique le regardent avec beaucoup d'attention. Ah ouais. Et puis par Donc ailleurs, il est ultra fiable en plus. il est bien documenté. Il te semble costaud, ouais, voilà, c'est Il est ça. bien documenté. Et puis par ailleurs, les institutions financières le regardent et l'utilisent aussi dans leur évaluation de la performance des laboratoires pharmaceutiques sur cette performance extra-financière. Et quand tu regardes la construction de cet index, d'accord, mais pas uniquement ça, parce que cet index est un élément, mais il y a aussi tout le reporting extra-financier qui est fait par les laboratoires pharmaceutiques. Et bien, quand tu regardes la construction de cet index, c'est bien sûr la dimension prix, mais il y a plein d'autres éléments. Qui peuvent être, par exemple, dans l'accès aux médicaments, c'est quoi les autres Écoute, éléments? On a fait le compte, pour donner un petit aperçu, des indicateurs qui sont reportés par l'industrie pharmaceutique, par les laboratoires, pour justement montrer leur action sur cette partie impact social et access to medicine. En moyenne, un laboratoire pharmaceutique affiche chaque année une trentaine d'indicateurs qui permettent de montrer leur impact. Et ce chiffre est en croissance, puisqu'il y a 3 ans, c'était 25% de moins. Et ce qui est surtout frappant, c'est qu'effectivement, ces indicateurs couvrent un champ de sujets de plus en plus large. Traditionnellement, on parle du prix. Ouais. Tu l'as Qui nommé. est quand même le principal, Stéphane. C'est un sujet, c'est un vrai sujet. Il y a le prix. Il y a aussi tout ce qui est conditions particulières pour faciliter le remboursement, mais c'est similaire au prix. Il y a aussi les donations, tu vois, les donations de produits qu'on peut faire à des pays en voie de développement. Ouais. On en a beaucoup parlé pendant la crise Covid, mais c'est aussi un petit peu dans le périmètre du prix. Après, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a plein de choses que tu peux faire, effectivement, qui vont avoir un impact fondamental sur le fait que le produit soit accessible aux populations désavantagées et aux pays en voie de développement. De la R&D jusqu'à la commercialisation. Ouais. Si je te donne un exemple, tu parlais effectivement de la R&D dans des maladies qui sont des maladies de pays en voie de développement. Et ben, typiquement, l'industrie suit de plus en plus la part de leur effort de recherche et développement sur ce qu'on appelle les maladies prioritaires, qui sont les maladies définies par l'OMS comme des maladies importantes et qui concernent principalement les pays en voie de développement. Mais je reviens sur l'accès parce que ça me fait penser, furieusement penser à ce qu'on sait assez peu d'ailleurs autour d'Essilor. Il y a une quinzaine d'années, avec Amartya Sen d'ailleurs, prix Nobel de la paix. Essilor, en fait, s'est pas contenté d'essayer de faire des verres moins chers pour l'ensemble des populations indiennes, mais ils ont monté toute la logistique. Toute la logistique, jusque y compris d'ailleurs les opticiens spécialisés pour aller dans des villages où jamais, nulle part, un opticien n'aurait été, pour apporter l'ensemble de ces verres. Donc c'est ça. Et est-ce que l'industrie du médicament aujourd'hui fait la même chose? C'est-à-dire que c'est tout le flux logistique pour que ça arrive jusqu'au gars, au fond de son village, qui va avoir besoin d'une injection. Alors l'industrie fait beaucoup de choses, y compris participer à développer les compétences locales qui vont permettre d'administrer les médicaments. Donc il y a ce type d'action, mais il y a aussi des actions un petit peu plus dans la portée traditionnelle de l'industrie et du laboratoire pharmaceutique. En particulier, quand tu fais de la R&D, il y a tout un tas de choix de design que tu fais pendant les développements cliniques. Tu choisis une population à qui tu vas administrer le médicament, tu choisis un mode d'administration, tu choisis une fréquence de traitement. Et donc il est de plus en plus critique, et l'industrie le fait de plus en plus, de prendre en compte les contraintes spécifiques et les besoins spécifiques des populations désavantagées dans ces choix que tu fais. Ouais, ça peut être... Attends, parce qu'il faut expliquer, ça c'est vachement intéressant. Ça peut être, c'est aussi bête que le packaging ou les conditions de stockage, par exemple. Exactement, voilà. Y compris la stabilité à température ambiante. Voilà, c'est ça, par exemple. Bien sûr. Mais si tu prends un exemple assez évident, mais sur lequel l'industrie aussi fait de plus en plus de reporting, tu as la diversité des populations qui entrent dans les études cliniques.
t'assurer que tu fais en sorte qu'il y ait une bonne diversité, y compris ethnique et raciale, qui te permet de t'assurer que le produit que tu développes va fonctionner pour tous, et y compris en particulier pour des populations qui vont en avoir besoin et qui sont des populations désavantagées. Alors, c'est passionnant, Stéphane. Après, il y a un truc qu'on dit sur la générosité, c'est pour qu'un don soit un don, il faut qu'il te coûte. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va faire la différence entre, ok, c'est formidable tout ça, mais en fait, c'est assez peu dans les efforts. En gros, est-ce que c'est pas du social washing, tu vois? Est-ce que c'est une vraie stratégie avec des équipes dédiées, enfin, tu vois ce que je veux dire, quelque chose qui est vraiment lourd en place au sein des labos? C'est une vraie stratégie, puis c'est une vraie transformation. Après, chaque laboratoire... c'est même une transformation du capitalisme, ce que tu nous racontes. Non, mais franchement, chaque laboratoire va à son rythme. Mais par exemple, Sanofi a créé une business unit dédiée pour lancer des produits dans les pays en voie de développement. Ouais. C'est une illustration. Mais il y en a d'autres, et tous les laboratoires ont des initiatives qui vont dans cette direction. Il y a le sujet d'attractivité aussi, j'imagine. Ils veulent continuer à attirer des talents, il faut pouvoir... parce que je pense que bosser dans cette business unit de Sanofi, par exemple... Bien sûr, ça fait sans aucun doute... Ça a du sens pour... Sans aucun doute partie de l'équation. Après, si tu veux, il y a aussi d'autres leviers qu'on peut mettre en place, y compris la mise à disposition du brevet à des partenaires locaux qui vont être capables, de leur côté, de produire, distribuer, commercialiser, peut-être dans des conditions plus abordables pour les populations locales. Et ça, on l'a vu effectivement s'accélérer au moment du Covid, mais ça pourrait concerner, et ça commence à concerner, d'autres types de maladies, y compris l'oncologie. Ouais, ce qui pose d'autres problèmes, hein. Voilà, parce qu'à ce moment-là, il faut t'assurer aussi que le brevet que tu as mis à disposition, ce n'est pas des médicaments qui repartent dans des pays où ils ne devraient pas repartir. Tout à fait. Bon, tout ça est très clair. Après, tu vois ce qui se passe aujourd'hui sur les compagnies pétrolières aux États-Unis, hein, c'est-à-dire que tu as maintenant, c'est-à-dire qu'on a été tellement loin, notamment autour de l'énergie, dans une logique un petit peu comparable, que tu as maintenant des fonds d'investissement, un certain nombre d'États américains qui se mettent à condamner ces pratiques en disant en gros, dès que vous réfléchissez à autre chose que l'intérêt de l'actionnaire, vous faites de la politique. Et ça, c'est notamment l'État du Texas qui dit ça. Si vous voulez changer le monde, présentez-vous aux élections. Mais the business of business is business. Voilà, c'est toujours le sujet. Donc on va voir comment ça se développe. Mais c'est-à-dire, et ça, on va le dire sur Bismart, il faut qu'il y ait toujours quand même la préservation de l'intérêt de l'actionnaire au cœur de la stratégie des labos. Sinon, si tu changes de modèle, ok, tu changes de modèle, mais ouais. Personnellement, j'en connais pas l'efficacité, quoi. Et je pense qu'on ne peut pas faire l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. C'est l'un, exactement, c'est ça. S'assurer qu'on continue à être profitable et à développer des produits qui vont être vendus à un prix qui permette cette profitabilité, et en même temps être capable de s'assurer qu'on rend ces produits disponibles à des populations désavantagées, à des populations en voie de développement. Et ça va passer par une différenciation de plus en plus grande dans les conditions qui sont accordées aux différents pays en fonction de leur capacité de pays. Sachant qu'en parallèle, tu as aujourd'hui l'émergence de traitements où, enfin, c'est quoi, plusieurs centaines de millions de dollars, une injection. Enfin, les deux mouvements seront parallèles, hein, Stéphane. Deux mouvements seront parallèles. Deux mouvements seront parallèles. Tout ça a été passionnant. Stéphane Bazoche, donc, qui était avec nous, associé Deloitte. Et on finit cette émission de Bismart avec les acheteurs. Et donc, on termine avec ce qui est une tradition. Une tradition. C'est un peu l'épiphanie du business, tu vois, Olivier, voilà. Les boulangers ont la galette des rois et des remises sur la facture d'énergie. Nous, on n'a pas de remise sur la facture d'énergie, mais on a Olivier Weinstock, on a Gilles Bayer, et on Bonjour, a donc... ça va, Olivier? Ça va très bien. Et on a donc l'étude sur les acheteurs et sur les achats. Alors, on va en parler. Pourquoi? Est-ce que, je ne sais pas depuis combien de temps tu fais cette étude, Olivier? On est sur la 14e édition de l'étude Agile Bayer CNA. Et nous-mêmes, on doit se parler ensemble depuis à peu près 7 ou 8 ans. C'est-à-dire le temps qu'il m'a fallu pour comprendre les entreprises. Et pour comprendre que la fonction achat, ça avait quand même tout son sens au cœur des entreprises. Mais c'est un des sujets avec lequel on finira. Les acheteurs ont la conviction qu'ils ont renforcé d'ailleurs leur position
qui sont en train en ce moment de renforcer leur position au sein de l'entreprise. Mais moi, je vais démarrer avec un truc, alors, voilà. Je veux démarrer avec ce qui est pour moi le chiffre, c'est pas pour toi, le chiffre le plus intéressant. Tout secteur ou tout service confondu dans l'ensemble de ton étude. Donc alors, étude réalisée, c'est novembre-décembre, c'est ça, Olivier. Et c'est 900 acheteurs ou 900 services achats, direction achat. 900 acheteurs, responsables achats, directeurs achats, tout à fait. De toute taille. Et ils sont heureux au boulot. Ouais. Et oui. Attends, on va voir le slide. C'est oui. Même dans des proportions très spectaculaires. 82% des acheteurs, responsables achats, directeurs achats disent qu'ils sont heureux dans leur boulot. Et en fait, tu as commencé par ça, mais il y a un lien. Ils sont sur le devant de la scène. Aujourd'hui, il y a un nombre de problèmes qui reviennent vers les acheteurs qui est extrêmement élevé. Les directions achats sont de plus en plus stratégiques. Et c'est ça qui fait qu'effectivement, ils sont sur le devant de la scène, ils sont dans l'actualité. Il y a des choses qui changent de absolument partout, tous les jours. Et ça rend le truc extrêmement excitant. Mais pourquoi on a envie de nouveautés, on a envie de choses qui bougent. Alors clair. Là, ils sont servis, les directeurs achats. C'est clair. Mais tu mets pas, des fois, tu mets l'historique. Là, tu t'as pas mis l'historique. C'est la première fois qu'on pose la question. Ah, c'est la première fois que tu poses la question. Tout à fait. Et surtout parce qu'il y a tellement de vents contraires. Et effectivement, face au vent contraire, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Parce que, alors, il se trouve que on connaît ensemble le Conseil national des achats, etc. et tout. Et enfin, j'avais pas l'impression dans les discussions que je pouvais avoir avec eux qu'ils étaient entourés de bonheur, de joie, etc. Donc, je donne le chiffre quand même. C'est sur les boîtes de moins de 10 salariés, c'est 92%. C'est ça. Il ne doit pas y avoir beaucoup d'acheteurs dans les boîtes de moins de 10 salariés quand même, alors ça dépend. Olivier. C'est le patron qui fait les achats ou c'est le directeur sous la... Ça dépend de votre métier. Si vous faites de l'achat-revente, oui, d'accord. C'est du trading, vous le faites. D'accord. Si votre part d'achat est très très élevée, vous pouvez avoir un responsable d'achat. Mais bon, je pense que c'est plus significatif. Au-dessus de 250 salariés, 82% des acheteurs. Au-dessus de 5000 salariés, 81% des acheteurs. Et c'est homogène, un truc de dingue. quelle que soit la taille de l'entreprise, effectivement. Oui. Ouais. Donc, voilà, en fait, ils aiment la diversité, et l'adversité, plutôt, il y a effectivement plein de problèmes, et ils savent les affronter. Et c'est ça qui rend les sujets intéressants. Et puis, ça me permet quand même, donc là, toi, tu apportes ce chiffre, on verra, j'en aurai peut-être d'autres, avec d'autres études sur d'autres secteurs, mais je trouve qu'on en fait beaucoup sur, je sais pas quoi, la grande démission, on fout plus rien au bureau, quiet quitting, ou je sais pas quoi, etc. et tout. On en fait des caisses, c'est des concepts marketing qu'on retrouve dans la presse. Est-ce qu'on a été vraiment regardé dans les entreprises comment ça se passe ? Quand toi, tu vas regarder dans les entreprises, ces gars-là, ils sont pas dans la grande démission, dans le quiet quitting, dans voilà. Et ceux qui restent sont contents ce qu'ils font. Oui, mais c'est ceux-là qui, c'est ceux-là qui bossent, tu vois. Ouais. Voilà. Bon, alors, les grandes thématiques. Démarrons sur, incontestablement, les fournisseurs sont en position de force. Les fournisseurs sont en position de force. Aujourd'hui, clairement, les marchés sont en faveur des fournisseurs. Et on va un peu plus loin. On dit même qu'il y a de l'inflation opportuniste et qu'on est sur des fournisseurs qui sont là pour profiter, des fournisseurs profiteurs. Alors vous allez me dire, mais tous les fournisseurs sont peut-être dans cette attitude ? Pas du tout. Il y a des fournisseurs, quand ils vous vendent un produit 100, ils vous disent, tiens, il y a 30% de matières premières, il y a 20% d'augmentation, donc le prix va passer à 106. Donc ça, c'est une attitude d'un fournisseur normal, respectueux. Un fournisseur profiteur, c'est celui qui dit, voilà, finalement, le prix, c'est 120, et puis c'est comme ça. Ça arrive de plus en plus. Alors, l'intérêt, pour refaire un lien au précédent sujet, c'est que les directions achats, elles sont remparts par rapport à ces problèmes-là. Et là, c'est le cœur du réacteur, comme tu dirais. C'est essentiel de pouvoir être le rempart. On va remettre je voulais pas te couper pendant on va remettre le slide, parce que là, tu vois, là, on a l'historique, justement, c'est ça qui est intéressant. Et tu vois que c'est spectaculaire, quoi. Voilà, donc, subissez-vous des relations déséquilibrées ou défavorables avec certains fournisseurs ? Donc, ceux qui répondent oui, ils étaient 39% en 2021, 49% en 2020. Ils sont 82% en 2022, 85% en 2023. Moi, je vais te dire, à la guerre comme à la guerre, Olivier, ils ont bien raison, les fournisseurs. C'est parce que après on va aller sur les pénuries, sur les tensions, etc. et tout. Et comme on le disait tout à l'heure, business of business is business. À la guerre comme à la guerre. Et oui, c'est l'offre et la demande. Et effectivement, les marchés retournent. Mais c'est marrant parce que c'est les mêmes qui, il y a quelques années, demandaient des relations partenariales, des trucs
livre ouvert, qui ne sont plus du tout là-dedans. Non, les acheteurs ont suffisamment fait. Ah, mais non, mais... Alors, et tiens... Mais c'est l'offre et la demande, c'est l'offre et la demande. Oui, bien sûr, sérieux. Bien sûr, donc on ne va pas pleurer. Prenons l'industrie automobile. Tu ne peux pas pleurer contre l'économie de marché, il y a l'offre et la demande, ok, le marché s'est retourné. Voilà. Donc voilà, mais en tout cas, le discours des fournisseurs a changé. Mais on est d'accord. Alors, pardon, les acheteurs de l'industrie automobile, j'apprends, je sais, franchement, je travaille avec vous depuis de nombreuses années maintenant, tout a changé, c'est plus comme avant, etc. et tout. Ouais, faut voir. N'empêche que ça a été une telle pression sur les fournisseurs pendant des années, qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner que les gars rendent la monnaie de leurs pièces à l'industrie automobile. On est d'accord. Alors, moi, je vais te dire, je ne suis pas complètement d'accord. Alors, vas-y, je vais revenir. Si tu me dis que les industriels de l'automobile ont mis la pression d'un fournisseur, c'est vrai. Maintenant, on va le regarder différemment avec du recul. Est-ce qu'on n'a pas, nous, la France, des très beaux équipementiers de rang 1 qui ont une très belle place dans le monde entier? Eh bien, je pense que c'est grâce à la pression que leur a mis les constructeurs. On a du Valeo, on a du Forcia. Eh bien, non. Forvia, on dit maintenant. Du Forvia, tout à fait. Eh bien, en fait... Plasticomnium, attends, si tu ne me cites pas Plasticomnium, je vais avoir des problèmes. Tout simplement, eh bien, les clients vous permettent d'apprendre, vous permettent de progresser. Et tu as raison, ils ont été durs, mais quand tu as des clients... ils sont bons maintenant. Mais c'est une logique de jungle là que tu nous décris là, Olivier. Franchement, enfin, Dieu sait que je suis défenseur du système capitaliste, mais en gros, on va tous les lâcher dans la savane avec des crocodiles. Je peux vous assurer que les 3 qui survivront, ceux-là, ils seront costauds. Tu peux aussi avoir des relations, d'ailleurs, ce qui est en train de s'écrire maintenant, ce qu'on va décrire, un peu plus équilibrées avec tes fournisseurs. Ok, je suis d'accord avec toi, il y a trois super boîtes qui en sont sorties. Mais, en fait, ce serait vrai ce que tu racontes si tu pouvais changer aussi facilement que ça de fournisseur. Or, quand tu travailles avec un fournisseur, tu ne peux pas en changer du jour au lendemain. Dans la distribution, c'est possible. Dans la distribution, tu peux déréférencer un fournisseur du jour au lendemain. Dans l'automobile, c'est pas vrai. Celui qui équipe un véhicule à sa sortie, il l'équipera jusqu'à sa fin de vie, simplement parce que ça coûterait trop cher au constructeur. Donc, les relations, elles sont relativement durables. Rééquilibrées comme ça, oui, d'accord. Et aujourd'hui, les voitures, elles travaillent sur l'innovation. Ceux qui apportent des innovations, ils sont dans le véhicule, parce qu'ils ont besoin de se différencier. Donc, je ne dis pas que tous les acheteurs ont été roses, mais malgré tout, ils ont su former et adapter les marchés. Et on a besoin de feedback de la part du marché. On a besoin de s'aligner par rapport au marché. Donc, les fournisseurs gardent la main parce que, aussi, le sujet des pénuries reste un sujet présent là, au début de cette année 2023. Le sujet des pénuries reste un gros sujet présent. On est à 59% des directions achats qui disent qu'il y aura des pénuries dans les fournitures cruciales. Mais on est quand même à 9 points de moins que l'année dernière. C'est vrai. Donc, le ciel, il est sombre, mais il s'améliore. Juste, où est-ce qu'il s'améliore? Il y a un an, quand on s'est vu, par exemple, eh bien, le transport maritime, c'était une horreur. Maintenant, il y a de la disponibilité, les prix sont revenus. Si on prend un exemple de l'énergie, le gaz, les prix du gaz sont revenus à avant Ukraine, pas avant Covid. Donc, il y a quelques endroits où ça s'améliore. Mais effectivement, aujourd'hui, on est dans un système de pénurie et de inflation qui reste très forte. Alors, le gaz, ça t'amène aussi à l'énergie. Donc, le gaz, le problème, c'est qu'il y a assez peu d'acheteurs qui achètent directement du gaz. Ils achètent de l'énergie et les prix de l'énergie, ils restent durablement élevés. Ça m'a beaucoup intéressé parce que ça veut dire que le monde change. D'après ce que j'ai compris de ton étude, les directions achats sont en train aujourd'hui de former des gars spécialistes du trading d'énergie. Alors, oui, mais ça va au-delà de tout ça. Vas-y. Sur l'énergie, il y a 2 choses. L'énergie, c'est une consommation très particulière. Si vous achetez des matières premières, si vous achetez, je parle des ordinateurs, il y a un bon de commande. L'électricité, il n'y a pas de bon de commande. Non. Et donc, dans beaucoup d'entreprises, il y avait un montant, mais qu'on voyait a posteriori. Exactement. Et donc, en fait, la consommation d'énergie... Souvent robotisée et automatisée, d'ailleurs. C'était le genre de facture qu'on automatise et qu'on robotise. Voilà. Personne ne les voit. Voilà, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on réfléchit l'énergie, les prix ont augmenté, on se dit, mais en fait, on la dépense n'importe comment, notre énergie. Par exemple, un grand classique, surtout une machine, on ne l'éteint pas la nuit ou quand elle ne fonctionne pas. Parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer quand elle va redémarrer. C'est fini, ça. Les machines, si on pense qu'on peut l'éteindre et qu'elle redémarre suffisamment vite, eh bien, on fait le trade-off. Un peu comme tout ce qui est lumineux et tout ce qu'on peut utiliser.
on change l'organisation, on change la façon de réfléchir l'énergie et de la consommer. Oui, mais ça, c'est pas le boulot des acheteurs, ça, Olivier. C'est le boulot des directeurs opérationnels, des directeurs des opérations. Ils font partie du système. Grosso modo, la direction achat regarde la consommation. Ouais. Si on pouvait consommer moins. Ouais. Et d'ailleurs, dans les fameux coûts total d'acquisition qu'on utilise, entre deux produits, deux machines, celle qui consomme le plus, c'est un prix final. D'accord, je comprends. Effectivement, à l'achat, ok. Et donc, dans l'organisation, Donc, les gens... à l'achat, non, ce que tu viens de nous dire, c'est à l'achat, la machine qui peut s'arrêter, Bah oui, enfin, tout à coup, va prendre une valeur bien supérieure à la machine Et qui qu'il est consomme compliqué moins. d'arrêter. qui consomment moins. Tout à fait. Comme monsieur et madame tout le monde, quand ils vont choisir une voiture. Ouais. Quelle est la voiture qui consomme le plus et le moins, puis on y réfléchit là-dedans. Mais l'énergie, c'est intéressant. L'énergie, c'est un critère extrêmement fort de maturité d'une entreprise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans l'étude, on explique qu'il y a 2/3 des entreprises qui ont acheté leur énergie à l'avance, qui sont couvertes pour 2023. Ouais. Donc ça veut dire qu'au 1er janvier 2023, les entreprises performantes n'ont pas découvert le prix de l'énergie, elles le connaissaient dans leur budget depuis 6 mois. Celles qui n'ont pas fait ce travail, là, elles sont mal. Il y a 1/3 des entreprises qui n'ont pas acheté leur énergie à l'avance. Ben, j'en sais rien, Olivier. Et sauf... Si tu as signé les contrats cet été, il vaut mieux les signer maintenant. Ouais, mais il y a un exemple récent. On a William Sorin et Garbit qui arrêtent leurs usines en grande partie parce qu'il y a un coût de l'énergie. Et là, en l'occurrence, ceux qui n'ont pas anticipé... J'aimerais aller voir le compte d'exploitation pour être sûr que c'est ça le sujet, mais enfin bon, refermons la en tout parenthèse. cas, il y a des entreprises... Mais en fait, les entreprises qui n'ont pas anticipé, et qui n'a pas anticipé en général, c'est les petites entreprises. Les boulangers, leur problème, c'est pas le coût de l'énergie, c'est qu'ils n'ont pas pu l'anticiper et se couvrir avant. Les restaurateurs, c'est la même chose. Donc l'énergie, il y a une très très grande disparité de risques suivant la taille de l'entreprise. Plus vous êtes gros, mieux vous avez géré. Plus vous êtes petit, moins vous avez géré. Mais quand même, et ça évidemment dans les grosses boîtes, j'ai bien vu dans ton étude, des directions achats qui aujourd'hui sont en train de soit prendre dans leurs équipes, soit former des spécialistes énergie. Voilà. Et donc oui, je vais dans ton sens, des spécialistes énergie pour l'acheter, mais aussi pour la consommer. Mais évidemment. Mettre tous les rouages Évidemment. de ce qui était un espèce de robinet qui partit comme ça et qu'on ne contrôlait pas. Non, et puis en plus, ce monde de l'énergie est en transformation totale. Il y a aujourd'hui énormément de systèmes, notamment avec les énergies renouvelables, les PPA, etc., qui sont des systèmes complexes. Et donc, oui, il y a besoin de traders d'énergie, je vais le dire comme ça, dans les directions achats des grandes boîtes aujourd'hui, incontestablement. C'est quasiment un job de financier d'ailleurs. C'est quasiment un job de financier, mais c'est aussi un job d'ingénieur, parce qu'il faut comprendre comment ça marche, tu sais. C'est ça complexe. C'est pas simple du tout. Je crois que le prix de l'électricité, sur l'ensemble des business auxquels tu peux t'intéresser quand tu t'intéresses à l'économie, est le sujet le plus complexe, je crois. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le sujet le plus complexe. Alors, un truc avec lequel... un truc auquel j'ai jamais cru, et il va bien falloir que je mange mon chapeau, c'est la relocalisation. Hein, j'ai été te chercher, ça fait des années que je vais te chercher en disant « Mais arrête, Olivier, avec ces histoires de relocalisation, c'est pas vrai, ça marche pas, etc. » Là, on va voir le graphe. Là, j'avoue, c'est spectaculaire. Et puis là aussi, comme tu nous donnes l'historique, hein, donc vous le voyez, en 2020, c'était quoi ? C'était 16% des directions achats qui disaient que oui, les crises allaient les pousser à relocaliser. 2020, hein. Et bien maintenant, en 2023, c'est 49%. Bah, ça, c'est très spectaculaire. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au début, les doutes, ils te venaient d'une raison tout à fait louable, c'est que c'était une volonté politique. Donc la volonté politique, on se dit, dans l'économie, c'est vrai ou c'est pas vrai. Ouais. Aujourd'hui, pourquoi les entreprises relocalisent ? Elles relocalisent pour sécuriser leur approvisionnement, elles relocalisent pour des questions de RSE. Donc c'est ces deux points qui sont forts. Les problèmes de coûts vont très 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 loin. Tout à fait. C'est assez intéressant. Il y a un nouveau concept qui est arrivé, qui s'appelle le friend shoring. Friend comme ami et shoring pour acheter. Avant, on connaissait l'offshoring, acheter loin, le nearshoring, donc souvent c'était l'Asie, le nearshoring, acheter dans les pays de l'Est, et maintenant on trouve un concept de friendshoring. Friendshoring, c'est de se dire qu'on va acheter dans un pays qui va être stable, qui va être fiable. Ce concept, on a entendu le Trésor américain qui en a parlé depuis septembre, et on voit qu'il se développe. On est en train de dire quoi ? On est en train de dire il faut sécuriser. Là, il faut être sûr d'avoir le produit. Et ça, c'est une nouveauté. Je vais juste aller un peu plus loin. Attention, non, mais c'est super intéressant, parce que, attention, cette nouveauté n'est pas forcément compatible. Tu sais, les deux régimes politiques les plus stables du monde, c'est le Canada et l'Australie. C'est pas forcément compatible avec les objectifs CO2. Hein. S'il faut que tu ailles acheter au Canada et en Australie, mais j'imagine que, par exemple, nous, on parle de l'Europe. C'est ça le sujet, en fait. Pas que. On voit, par exemple, un pays comme l'Inde qui tire bien son épingle du jeu. Et donc on fait le pari de la stabilité de l'Inde. Ah ben oui.
c'est un exemple, c'est pas le seul. D'accord. Mais on va aller vers des pays qui vont être amis et surtout stables. L'Inde a plein d'avantages au niveau business, et donc on va chercher des pays qui vont être stables ou des endroits qui vont être stables. Et c'est pas neutre. C'est une nouvelle façon d'aborder le sujet. Ok, mais la relocalisation, l'Inde, c'est pas une relocalisation. Donc la relocalisation, c'est encore un autre sujet, Olivier. Mais justement, je voulais illustrer le propos du friendshoring, qui est de dire ce sujet-là, on va plus prendre en compte uniquement la distance, on va prendre en compte le risque qui est derrière, et donc le niveau d'amitié, de friendshoring avec les fournisseurs. Donc, comme tu dis, relocalisation, la première quand même motivation, c'est la sécurisation des flux. C'est ça. Voilà. Deuxième objectif, la RSE, sachant que, parce qu'on n'a pas le temps de voir évidemment tous les aspects, une large majorité aujourd'hui des acheteurs ont dans leurs objectifs des indicateurs RSE. C'est-à-dire la RSE aujourd'hui rentre, c'est 70%, je crois, des directions achats, des acheteurs, qui ont des objectifs RSE, on va dire ça comme ça, dans leurs objectifs et donc dans leurs bonus. Et en tête de chapitre, c'est l'empreinte carbone. L'empreinte carbone, c'est le sujet RSE que poussent les directions achats très fortement. Il reste 2 minutes, ce qu'on a dit au départ, ce avec quoi on commençait, 82% des directions achats pensent qu'ils ont renforcé leur position au sein de l'entreprise. C'est ça, Olivier ? Oui, c'est-à-dire que les sujets achats, avec tous les risques qu'on a, sont en tête de chapitre. On regarde le passé, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu le Covid, il y a eu l'Ukraine. Je comprends pour que les gilets jaunes, en quoi ça concerne les directions achats, les gilets jaunes ? Ça a bloqué des routes, ça a bloqué des usines. Ouais. Et vous savez quoi ? Là, qu'est-ce qu'on a devant nous ? On a des grèves. On sait qu'on va avoir des grèves. Oui, mais ça, on sait gérer. Ça, en France, on a l'habitude. Enfin, ça fait... On sait gérer. On est en train de dire que, par exemple, les directions achats gèrent de mieux en mieux les risques. Et là, je peux vous dire que beaucoup, aujourd'hui, sont sur le problème des risques qu'on va avoir avec les grèves qui vont arriver. Sans doute des problèmes d'approvisionnement en pétrole, par exemple, en pétrole en interne. Et tous ces risques-là, ils sont en train d'être mappés pour être traités. Et c'est un vrai sujet. Ça veut dire que les déclarations des leaders syndicaux génèrent une augmentation des stocks de sécurité, soit en France, soit pour les gens qui achètent en France, immédiatement. Parce qu'on se dit, il y a un risque, on se prémunit, on rajoute les stocks de sécurité. Donc, étonnamment, peut-être que les leaders syndicaux gèrent du business supplémentaire à court terme, ce qui n'était pas prévu comme ça, mais pour sécuriser. Mais c'est marrant, c'est un commercial qui m'a dit ça hier. Il m'a dit, tu sais Stéphane, tous les commerciaux sont en train de faire le plein là, en ce moment. Hein, voilà. Et tous les acheteurs sont en train de faire le plein, en train de remplir les cuves. Ou même les... Pour pas être pris au dépourvu. Tout simplement, si vous êtes un patron de boîte en France et que vous avez des clients partout dans le monde, qui fait bien son boulot, vous regardez qu'il y a des risques. Vos clients se disent, tiens, il y a un risque, donc je vais augmenter les achats. Ah oui, c'est ça. Et si tu es patron de boîte en France, tu es en train d'expédier ou de créer des stocks justement dans des pays, dans du nearshoring, dans du friendshoring. Voilà, créer des stocks ailleurs. Merci Olivier. Merci Stéphane, et on peut retrouver l'étude sur notre site web, évidemment. Évidemment, et en partenariat avec le Conseil national des achats d'ailleurs. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de Bismart. Et demain, évidemment, Aurélie Planex qui sera là. Et puis nous, on se retrouve lundi.